Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gemal Taleb, Jean-Marie Bidemou et Daoud Attal. Et tout de suite, l'Organisation des Nations Unies a indiqué ce mardi que la décision du Conseil national de transition en Centrafrique d'empêcher le vote des Centrafricains réfugiés à l'étranger mettait en danger la réconciliation. Elle a appelé les autorités de transition à revenir sur leur décision. Lisa Siakizimana. Les réfugiés centrafricains pourront-ils voter en octobre ? C'est la question qui s'impose au moment où les élections approchent à grands pas. L'OHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a exhorté ce mardi 14 juillet les autorités centrafricaines à faire participer aux prochaines élections les réfugiés centrafricains qui se trouvent dans les pays voisins. Ça va être compliqué parce que déjà, avant qu'on les fasse voter, il va falloir les identifier. Savoir qui est centrafricain, qui ne l'est pas, et ensuite leur fournir des pièces d'identité. Vous savez que l'état civil a été totalement détruit en Centrafrique, et si ces personnes sont réfugiées à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient pu emporter tous leurs documents avec eux, de toute façon. Et donc les recenser, produire des cartes d'électeurs, etc. C'est tout un processus, c'est long, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça pourra se faire en ce qui reste, je ne sais pas, 2 mois et demi, 3 mois, il est permis d'en douter. Donc je pense que il aurait fallu plutôt les faire rentrer en Centrafrique pour que le processus se fasse globalement une fois pour toutes pour tout le monde. Selon l'OHCR, il y a actuellement 460 000 réfugiés centrafricains. Ils sont pour la plupart au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo ou encore en République du Congo. Et environ 190 000 d'entre eux sont éligibles. Ça comporte un risque d'une mutation de la crise. Si on ne fait pas voter ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire voter tout le monde pour favoriser la réconciliation. Si on laisse une frange importante de la population, que sont les réfugiés et les personnes déplacées, ça va créer des frustrations et demain, il y aura une nouvelle crise. Le 30 juin 2015, le Conseil national de transition a rejeté les dispositions du projet de loi électorale qui permettrait aux réfugiés centrafricains de voter. La date de l'élection présidentielle a été fixée au 18 octobre 2015. Jean-Marie, le Conseil national de transition centrafricain s'inquiète de fraude massive en cas de participation des réfugiés au vote. Est-ce que ce sont des craintes justifiées ? On peut dire dans un cas que ce sont des craintes justifiées dans la mesure où vous avez pas mal de Centrafricains qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas une identité. On ne peut pas les identifier en tant que tels. Donc ça peut être un point de vue. On se dit qu'on a peur des fraudes qui pourraient éventuellement subvenir par rapport à une population qui sera appelée à voter sans que cette population-là soit centrafricaine. Donc moi, de mon point de vue, il y a 2 possibilités. Soit on repousse les élections, on essaie de stabiliser tout l'environnement qui n'est pas encore complètement stabilisé. Donc quand nous dirons que oui, il faut à tout prix qu'il y ait l'élection présidentielle pour essayer de remettre l'État en place. Mais quand on regarde la République centrafricaine aujourd'hui, que reste-t-il? Tout est à construire. Donc je pense que la première des choses, comme vous avez le président du parti Séléka Renouvelé là, qui nous parlait de faire revenir tout le monde. Parce que pour lui, si on faisait voter, comment dirais-je, uniquement la population qui se situe à l'intérieur de la RCA aujourd'hui, pour lui, je suis sûr que voilà les gens qui vont contester la validité des élections qui sont déroulées, tout simplement pourquoi, et ils auraient raison quelque part, dans la mesure où on sait que la population, si vous voulez, centrafricaine, elle n'est pas énorme. Vous avez pratiquement le quart de la population qui se retrouve à l'extérieur. Donc à partir de là, je pense de mon point de vue qu'il vaudrait mieux, si vous voulez, faire revenir tous les réfugiés centrafricains qui sont à l'extérieur, essayer de leur donner des cartes d'identité, comme l'a dit la candidate à la présidence, à la présidentielle. Et à partir de là, tout le monde, on va déjà, comment dirais, stabiliser l'environnement politique et on va éviter les contestations du vote à venir par rapport à la participation électorale de l'ensemble du corps électoral. Merci. Dans l'actualité également, un nouveau mécanisme de financement pour la santé a été lancé lundi lors de la 3e conférence internationale sur le financement du développement qui se déroule à Addis Abeba en Éthiopie. Ce mécanisme vise à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Deogracias Podo. Enfin, un mécanisme de financement pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans le monde. L'annonce a été faite le lundi 13 juillet 2015 par le secrétaire général des Nations Unies au premier jour du 3e sommet sur le financement du développement qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie.
Le Global Financial Facility, GFF, permettra de soutenir la stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant, ainsi que les objectifs de développement durable, ODD, qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. La mortalité maternelle est encore un véritable fléau, surtout en Afrique de l'Ouest, avec près de 200 000 femmes qui en seraient victimes chaque année, selon les estimations. Le mécanisme de financement mondial représente un nouveau modèle. Il s'agit en réalité d'aligner les partenaires de développement sur les priorités nationales et de tirer profit des sources novatrices de financement dans différents secteurs. C'est la source potentielle de financement la plus importante après 2015. Dans les prévisions, les 12 milliards de dollars de financement devraient permettre d'aider 62 pays à revenus faibles et intermédiaires au cours des 5 prochaines années. Les 4 premiers pays qui inaugureront le GFF sont l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. La deuxième vague de bénéficiaires, 8 au total, comprend entre autres le Cameroun, le Libéria, l'Ouganda ou encore le Sénégal. Nous sommes très confiants que ce sera l'un des 20 meilleurs résultats auxquels nous serons parvenus ici à Addis Abeba. Ceci d'ailleurs nous conduit vraiment vers septembre et ce sera certainement un signe des efforts que nous avons besoin de faire par rapport au changement climatique. Mais je pense que c'est un message important sur ce que nous pouvons mettre en œuvre durant les 15 prochaines années. 190 nations espèrent donc se mettre d'accord sur la façon de financer les futurs objectifs de développement durable. Ceci inclut d'autres défis comme l'éradication de la pauvreté et de la faim, la lutte contre le changement climatique et l'égalité des sexes d'ici 2030. Quant au taux de mortalité infantile et maternelle dans les pays à faible revenu, il reste respectivement 15 et 30 fois supérieur à celui des pays à revenus élevés, d'où la nécessité de ce financement. Gemal, que pensez-vous de ce nouveau mécanisme de financement destiné à la santé de la femme et de l'enfant ? Je ne sais pas, je vous avoue que je n'ai pas de religion en fait là-dessus. J'ai bien peur que ce soit un mécanisme de plus. L'Organisation mondiale de la santé existe, l'UNICEF existe, et des mécanismes onusiens dont l'efficacité est absolument indiscutable sont déjà là. Après, il y en aura un de plus, le temps de le mettre en place, de le faire financer, de lever les fonds qu'il faut, alors qu'en réalité, tout le monde sait que la politique de la femme et de l'enfant est d'abord une politique nationale. Qu'on vienne un appui, pourquoi pas, l'appui par les mécanismes onusiens tels que nous l'avons vu jusqu'ici, il existe, et tant mieux, mais enfin, c'est pas honnêtement comme ça qu'on va arriver à éradiquer sérieusement tout cela. L'efficacité de l'OMS est très, très discutable. L'efficacité de l'UNICEF l'est tout autant. Peut-être que ce mécanisme qui va être mis en place a une efficacité plus réelle, plus sérieuse. En tout cas, je l'espère. De là à penser que les politiques en matière de famille, de femmes et d'enfants soit du ressort des Nations Unies et pas du tout national, je n'y crois pas. Les pays généralement n'attendent d'ailleurs pas d'après ces mécanismes pour le fond, parce que généralement le recul du taux de mortalité infantile sur le continent africain est réel, l'allongement de la durée de vie, la mortalité à la naissance faiblit sérieusement, et donc voilà, si ça peut être un mécanisme financier en plus pour venir un appui là où par-ci par-là manque, pourquoi pas. Enfin, je suis plutôt sceptique en général. Daouda, les ressources de ce mécanisme seront mises à la disposition des pays avec des prêts à faible taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez du système ? Bon, le fait sur le principe de faire financer tout ce qui est appui au développement, à la santé par le privé, pourquoi pas ? Ça permet ça permet de diversifier les sources de fonds qui peuvent être utilisés dans ce type de politique publique. Bon, maintenant, sur la question de l'efficacité, on peut se poser des questions effectivement, parce que ce type de fonds ne peut être efficace que s'il y a une mise en œuvre qui est faite de concert avec les gouvernements, puisqu'il y a le principe de ce qu'on peut appeler l'appropriation en matière d'aide au développement. Tant que si on arrive avec des programmes tout faits, tout n'est pas une question d'argent. Il faut s'appuyer sur les politiques publiques en matière de santé décidées par chaque pays. Chaque pays a un contexte différent. Chaque pays a une voie différente pour combattre le phénomène. Donc, il n'y a que comme ça que ça peut être efficace. Mais si on arrive avec des idées toutes faites, en faisant passer l'aide, cet argent par le canal des ONG ou d'autres est-ce que ce n'est pas harmonisé, ce ne sera pas efficacement, c'est ce que ça m'inspire.
Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Le président nigérian Muhammadu Buhari a décidé de baisser son salaire de 50%. Un salaire qui s'est levé jusqu'à présent à 14 millions de naira par an, soit 70 000 $. Une annonce qui intervient alors que les finances publiques sont mises à mal par la chute des cours du pétrole et que la rémunération des députés a suscité l'indignation de l'opinion publique. Jean-Marie, diviser par 2 son salaire, c'est une mesure forte, même si ça reste symbolique au niveau, on va dire, des dépenses publiques générales. Est-ce que c'est quand même une mesure d'exemplarité? Pour moi, par rapport à ce qui s'est passé les semaines précédentes, pour moi, c'est de la démagogie, Fanny. Parce que sur ce plateau, nous avons parlé des augmentations concernant, comment dirais-je, les gouverneurs de province au Nigeria, mais c'était quelque chose, rien que pour, comment dirais-je, pour leur toilette, pour leur habillement, il leur a été octroyé des centaines de millions, comment dirais-je, je dis même des centaines de millions de dollars, c'est même pas des centaines de millions de naira. Donc pour moi, si vous voulez, ça représente tout simplement de la démagogie, parce que quand on prend autant d'argent, pratiquement, ce qui a été accordé au gouverneur pour une année, c'est pratiquement, je sais pas moi, le salaire du président de la République pendant combien de temps. Donc pour moi, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt personnellement, de mon point de vue. J'ai mal. Non, moi, contrairement à Jean-Marie, je pense que c'est une mesure symboliquement importante. Vous vous rendez compte, 70 000 $ de salaire mensuel, mais c'est énorme. Et je ne pense pas du tout qu'il pourrait y avoir un chef d'État au monde qui soit payé comme ça. Mais pardon, il lui reste 35 000. Vous vous rendez compte, 35 000 de salaire mensuel, c'est de l'argent de poche. C'est annuel, j'ai mal. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Voilà. Autant pour moi, je ne pensais absolument pas imaginer, mais je ne connaissais pas le salaire du président et je ne pouvais pas imaginer que ça le soit annuel, évidemment. Là, après, ça change la donne, évidemment. Oui, c'est symbolique, ça ne mange pas de pain, ça n'aura pas de conséquences. Évidemment, mon propos n'est plus le même et la teneur de mon indignation change. mais encore une fois, oui, non, je pense que c'est symboliquement important et que pourquoi pas, après tout. Cela dit, c'est pas ça, et Jean-Marie pour le coup a raison, c'est pas ça qui va améliorer ou pas les finances du pays. Non, évidemment, ça reste de toute façon un salaire très bas, effectivement, puisque c'est annuel et pas du tout mensuel. Daouda, une réaction rapide. Oui, non, moi je pense que c'est une mesure symbolique. Hein. On a vu que le président Buhari, depuis son arrivée au pouvoir, est en train de combattre la corruption, de montrer l'exemple, parce que finalement, ce qui plombe le déficit, ce qui plombe le budget de la plupart des États, c'est tout ce qui est administration. Voilà, exactement. Il faut aller vers la rationalisation de la dépense publique, et je pense que c'est un bon exemple. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la réforme universitaire. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'était un grand plaisir et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices comme me l'a conseillé Jemal tout à l'heure. Jemal, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marie, merci. Bonsoir Fanny et à demain. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.